Donc, bonjour à tous, chers auditeurs, bonjour à notre invité. Aujourd'hui, nous accueillons Bon. Madame Catherine Charrère, traductrice et interprète indépendante, experte près la Cour d'appel de Lyon. Merci de nous offrir de votre temps pour répondre à nos questions et donc sentez-vous bien libre d'y répondre comme vous le souhaitez et de nous apporter toute autre information qui vous semblerait pertinente. D'accord, bah écoutez, je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, donc sans plus tarder, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur vous et sur votre parcours d'études? Donc, j'ai fait un bac littéraire. J'ai toujours aimé beaucoup les langues et notamment le latin. J'aimais beaucoup, en fait, c'est le latin qui m'a donné vraiment le goût de la traduction parce que j'adorais les versions latines et je faisais ça vraiment, bon, ça peut paraître un peu bizarre, hein, mais j'avais vraiment du plaisir à faire des versions latines et j'en faisais en plus pour mon plaisir, quoi. Et voilà, donc, mais je n'avais pas spécialement envie non plus de me spécialiser dans les langues anciennes. J'étais aussi très attirée par les langues vivantes. Donc, à l'issue de ma terminale littéraire, donc j'ai fait une hypocagne et une cagne. Et mon cœur balançait beaucoup entre les lettres, donc le français et l'anglais. Et bon, en hypocagne, on n'était pas obligé de se spécialiser, donc je ne me suis pas spécialisée, mais en cagne, on est obligé de prendre une spécialité. Donc, j'ai hésité, puis j'ai pris l'anglais. Donc, ça voulait dire qu'en fait, on avait des heures en plus de version, de grammaire, de littérature, etc. Et on ne pouvait pas faire deux options en même temps parce que le programme était déjà bien assez chargé. Et à l'issue de ma cagne, donc, bon, c'est toujours le cas, maintenant on obtient des équivalences, donc à l'époque ça s'appelait le DUG, donc maintenant ça s'appelle la L2. Et comme j'avais pas mal réussi, le conseil de classe de Cagne m'a octroyé deux équivalences, une de DUG de lettres et une de DUG d'anglais, ce qui me donnait la possibilité de poursuivre deux licences. Alors, à l'époque, c'était compliqué de faire deux licences parce qu'il y avait beaucoup moins de passerelles que maintenant où il y a plein de doubles licences. À l'époque, c'était vraiment deux licences indépendantes. Et pour tout vous dire, en licence de lettres, on ne m'a même pas fait grâce de l'UV d'anglais. J'ai été obligée de passer l'UV d'anglais alors que par ailleurs, je faisais une licence d'anglais. Mais bon. Et donc, c'était un peu compliqué de faire les deux en même temps parce que les cours elles se chevauchaient et il n'y avait aucune dispense d'assiduité. Donc, ce que j'ai fait l'année après ma cagne, j'ai fait ma licence d'anglais et j'ai suivi la moitié de ma licence de lettres sur les cours qui étaient compatibles. Voilà. À l'issue de ma licence d'anglais, j'avais très envie de partir en Angleterre. Alors, j'avais déjà fait pas mal de séjours en Angleterre l'été pour mon plaisir, enfin pour pratiquer la langue. J'ai toujours eu une passion pour l'anglais de toute façon. Et donc, je suis partie comme assistante de langue, donc l'année d'après ma licence. Donc, j'étais censée donc faire ma maîtrise et j'avais demandé pour ça à être dans une ville universitaire. Et on m'a envoyé dans un patelin vraiment charmant, mais alors au fin fond de la campagne anglaise. Donc, la plus proche université était à 80 km, donc c'était un peu compliqué. Mais il se trouve que j'avais décidé de faire une maîtrise en traduction, ce qui, du coup, posait moins de problèmes. Alors, ça posait des problèmes pour les cours. Parce que, bon, à l'époque, la maîtrise, il y avait une partie de cours qu'on appelait le C2. Donc, c'était des UV d'enseignement qu'on choisissait. Et puis, donc, il y avait la grosse partie qui comptait à 50%, qui était le mémoire. Donc, moi, j'avais choisi de faire mon mémoire en traduction. Donc, du coup, le fait d'être en Angleterre, c'était moins gênant. Enfin, le fait d'être loin d'une université, c'était moins gênant. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Alors, j'avais déjà fait pas mal de recherches. Donc, pour faire ce mémoire de traduction, on devait trouver un auteur qui n'avait jamais été traduit en français. Et donc, on pouvait soit trouver un roman et en traduire des parties, soit trouver un auteur de nouvelles et faire un corpus qu'on allait traduire et ensuite annoter, commenter, enfin, comme si on allait publier ça. Donc ça, c'était déjà un gros boulot de trouver le corpus, parce qu'encore une fois, c'était avant Internet, donc il fallait aller sur les catalogues de la Bibliothèque nationale et puis l'équivalent en Angleterre, etc. Donc c'était déjà un peu long. Donc j'ai fini par trouver un écrivain
enfin une femme irlandaise qui n'avait jamais été traduite, je ne crois pas qu'elle l'ait été depuis, et qui avait écrit des centaines de nouvelles dans sa vie. Donc, en Angleterre, j'ai pu me procurer ces livres qui étaient introuvables en France, donc j'ai pu tous les lire. Je faire mon corpus, donc choisir les nouvelles que j'allais traduire. Il fallait quand même qu'il y ait une espèce d'homogénéité, enfin, il fallait qu'il y ait un sens à ce choix. Et puis donc, j'ai pu commencer à travailler par correspondance, par lettre à l'époque. Il n'y avait toujours pas de mail. Je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Et voilà. Et donc, j'ai eu la chance de faire cette maîtrise avec un professeur qui était le traducteur de Joseph Conrad pour la Pléiade, donc quelqu'un qui était reconnu pour ça. Voilà, donc j'ai passé mon année en Angleterre. Ensuite, je suis revenue. Donc, et l'année suivante, j'ai terminé mon mémoire que je n'avais pas terminé en Angleterre. J'ai passé, l'été, j'ai fait mes C2, préparé mes C2 que j'ai passé donc à la session de septembre puisque j'étais rentrée d'Angleterre seulement au mois de juillet. Et l'année donc suivante, j'ai fait en parallèle donc terminer mon mémoire d'anglais et terminer les fameuses UV de licence de lettres modernes qui me manquaient. Et donc, comme j'avais vraiment beaucoup aimé faire ce travail de traduction, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Alors, il y avait bien sûr des écoles de traduction, mais surtout, autant que je me souvienne, c'était surtout des écoles d'interprétariat. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la traduction plus que l'interprétariat. En plus, je n'avais pas les moyens d'aller dans ces écoles-là qui étaient toutes privées à l'époque. Et il se trouve que donc à l'université de Grenoble où je me trouvais, il y avait donc cette possibilité de faire une maîtrise en traduction. Et donc mon maître de mémoire m'avait prévenu que le métier de la traduction c'était quand même un métier très difficile, difficile pour percer si on ne connaissait pas des gens dans le monde de l'édition, etc. Ça allait être compliqué. Et moi, c'est vrai que ce que je voulais faire, c'était vraiment la traduction littéraire. Donc, je m'étais dit que j'allais faire un doctorat de littérature comparée, puisque j'avais donc ce double cursus lettres et anglais. Et donc, j'avais commencé une maîtrise de lettres pour pouvoir avoir un bon contenu pour pouvoir ensuite faire un doctorat en littérature comparée. Et puis, à un moment donné, bon, pour des raisons personnelles, j'en ai eu un peu assez des études et j'ai décidé finalement de ne pas faire de doctorat et donc de passer le CAPES pour avoir un métier. Donc, j'avais le choix entre l'anglais et les lettres, puisque je pouvais m'inscrire dans l'un des deux. Et comme quand j'étais en Angleterre, j'avais trouvé que enseigner une langue vivante étrangère, c'était un petit peu rasoir, parce que les élèves n'avaient pas forcément un niveau suffisant pour faire des choses vraiment intéressantes. J'ai décidé de passer le CAPES en lettres, en me disant que ce serait plus intéressant à enseigner. Sachant que je n'avais pas une grosse vocation pour l'enseignement, en fait. Mais je continuais à faire des traductions, alors de manière désintéressée pour des amis et aussi parce que j'avais des connaissances dans la police. De temps en temps, je faisais des traductions qu'on me demandait de faire pour la police, voilà. À titre bénévole, en fait. Et puis, voilà, donc ensuite, j'ai enseigné quelques années et j'ai été dans des collèges un peu difficiles et j'ai trouvé qu'il y avait un métier qui me semblait plus me correspondre finalement parce que plus dynamique, on va dire, moins linéaire que professeur. Et donc, c'est comme ça que j'ai passé le concours de CPE, conseiller principal d'éducation, que j'ai exercé donc pendant 11 ans. Tout en faisant toujours des traductions un petit peu comme ça, mais à titre bénévole. Et je m'étais aussi inscrite dans un organisme qui s'appelait le service des traducteurs d'urgence, qui était en fait, pareil, une association de bénévoles. Et on pouvait nous appeler alors ça pouvait être la police qui nous appelait pour faire de la traduction en urgence ou des particuliers. Enfin voilà, donc, j'ai continué toujours un peu.
À l'issue de ça, donc j'ai décidé de changer d'orientation parce que j'estimais avoir fait le tour de l'éducation nationale, enfin dans ce que voilà, j'en avais assez. Et donc, je ne pensais pas faire encore de la traduction à temps plein parce que j'étais toujours restée dans l'idée que c'était pas quelque chose de facile pour s'établir, pour se faire une clientèle, etc. Ce que je confirme, hein. Même encore maintenant. Et donc voilà, donc j'ai fait une autre. Bon, je suis quelqu'un qui a toujours eu pas mal d'intérêts divers et variés, pas toujours très compatibles, et donc je suis devenue agent immobilier, comme vous l'avez vu sur mon profil, métier que j'ai beaucoup aimé et dans lequel j'ai pu aussi pratiquer les langues parce qu'il arrivait que je tombe sur des clients étrangers, donc c'était super intéressant. Mais c'était un métier extrêmement prenant. Très chronophage, où on travaillait le samedi, parfois le dimanche. Il m'est arrivé de faire visiter des appartements le dimanche. Et j'avais 3 enfants pas très grands. Donc, j'ai décidé qu'il fallait mieux quand même que j'ai un métier un peu plus compatible avec leur éducation. Et du coup, j'ai enfin franchi le pas de m'établir comme traductrice, d'autant qu'à l'époque où j'ai décidé de faire ça, a été créé le statut d'auto-entrepreneur. Et ça a été une grosse chance parce que ça permettait, contrairement à une profession libérale classique où il fallait une comptabilité et puis payer des cotisations régulières, etc., le statut d'auto-entrepreneur, c'était rêvé parce que les formalités étaient très simples et puis qu'on ne cotisait que sur ce qu'on gagnait. Donc, si on ne gagnait pas grand-chose, voilà. Donc, c'est comme ça que je suis devenue traductrice indépendante. Donc, au début, j'ai beaucoup galéré. Je me suis inscrite sur des sites. J'imagine que vous êtes toutes plus ou moins et tous destinés à devenir traducteur, je pense. C'est ça, votre… ouais. À tous. On suit un double cursus droit, langue étrangère appliquée. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent à ça. Peut-être ce serait de la traduction spécialisée, en fait. Enfin, traduction technique, Oui. juridique. Ouais. Mais oui, il y en a beaucoup qui pensent à ça. Et donc, c'est vrai que, vous verrez quand vous irez, on peut s'inscrire sur pas mal de sites de traduction, de forums mondiaux même, etc. Et il y a pas mal d'arnaques sur ces sites-là. Donc, un de mes conseils, ça serait de vous méfier. Donc, voilà. Et donc, j'ai eu des clients en m'inscrivant sur des sites de journalistes, par exemple. Alors, je ne sais plus si ça existe encore, mais il y en avait un qui s'appelait catégorie.com. Donc, j'avais mis une annonce dessus, ce qui m'avait permis de traduire des articles que des journalistes m'avaient envoyés à traduire. Voilà, donc j'ai commencé petit à petit. Et puis, de plus en plus, comme j'avais déjà travaillé à titre bénévole pour la police et comme j'avais aussi, je faisais aussi partie de ce service des traducteurs d'urgence, j'ai eu de plus en plus de demandes de la police et de la justice. Donc, j'ai posé ma candidature une première fois auprès de la Cour d'appel de Lyon pour soumettre mon dossier et qui a été rejeté. À l'époque où je l'ai fait, c'était assez difficile. Enfin, je ne sais pas maintenant si c'est plus facile, mais à l'époque, c'était rare qu'on soit accepté du premier coup. Donc, j'ai continué à faire de la traduction. Donc, en fait, quand vous n'êtes pas assermenté, eh bien, on vous fait prêter serment pour chaque traduction ou chaque mission d'interprétariat. Donc, vous pouvez quand même travailler pour la police, la justice, sans être assermenté, en prêtant serment. Donc, j'ai continué comme ça pendant plusieurs années. J'ai fait beaucoup de traductions pour la police et la justice parce que, après, une fois qu'on vous connaît, on fait appel à vous. Si un collègue a été content de vous, il parle de vous, etc. Donc, c'est comme ça qu'on se fait un petit peu connaître et puis qu'ensuite, on fait appel à nous. Et ensuite, j'ai retenté donc mon inscription. Alors là, cette fois, j'avais eu l'idée de noter systématiquement toutes les traductions que je faisais, le nombre de mots, la date, etc. Toutes les missions d'interprétariat aussi. Et du coup, quand j'ai soumis mon dossier une nouvelle fois, là, cette fois, j'avais des pages et des pages
de textes traduits. Enfin, je n'ai pas soumis les textes traduits, mais j'avais tel jour, texte de tant de mots traduits pour le juge d'instruction, tribunal, machin. Et donc, du coup, je pense que c'est comme ça que cette fois, j'ai été acceptée. Donc, quand on est accepté sur la liste, alors on appelle ça les experts. En fait, c'est juste qu'il y a une liste d'experts dans toutes les professions possibles et imaginables qui peuvent apporter leur concours à la justice. Donc, nous, on est considérés comme experts, mais on ne fait pas d'expertise, comme par exemple un architecte ou un psychiatre. Donc, on est 3 ans d'abord en période probatoire. C'est-à-dire qu'on apparaît sur la liste, mais il est marqué qu'on est en période probatoire. Donc, en fait, on fait la même chose que les autres, sauf qu'on est en période probatoire. Et chaque année, bien sûr, on doit rendre un rapport, un compte rendu de ce qu'on a fait dans l'année pour la police, la justice. Et donc, au bout des 3 ans, et on doit aussi suivre un minimum de 25 heures de formation par an, formation continue, pour justifier justement qu'on continue à travailler. Et au bout des 3 ans, si on a donné satisfaction, donc on devient expert en titre. Donc simplement, on est toujours sur la liste et on enlève juste période probatoire, c'est tout. Hein. Et tous les 5 ans, donc, on soumet une nouvelle demande au procureur général de la cour où on veut postuler pour être renouvelé. Voilà. Et bien sûr, chaque année, on fournit un rapport sur ce qu'on a fait dans l'année et les justificatifs de formation suivis. Ce qui en ce moment est compliqué parce que pour suivre des formations avec le Covid, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a des formations Zoom, mais voilà. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de mon parcours, pas très linéaire. Parfait, merci. C'est vrai que ma prochaine question, du coup, était de vous demander ce qui vous avait poussé à faire ce métier de traductrice-interprète. Finalement, vous y avez déjà un petit peu répondu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet. Non, mais enfin bon, moi, je vous ai dit, j'ai toujours eu une passion pour les langues et pour la traduction en particulier, pour l'anglais particulièrement. Mais je pense qu'il est important aussi de bien maîtriser sa langue de départ. Et c'est pour ça que je pense que dans mon cas, avoir fait un double cursus, ça m'aide pour les nuances de la langue, il me semble. Alors, c'est vrai qu'idéalement, j'aimerais beaucoup faire de la traduction littéraire, que pour l'instant, j'ai un peu mis ça de côté parce que j'ai suffisamment de travail par ailleurs et que je pense qu'effectivement, le côté réseau, c'est quand même quelque chose qui est une réalité et que si on n'a pas le réseau, c'est un peu compliqué de faire de la traduction littéraire. Voilà. C'était vraiment très complet. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type du coup aujourd'hui? Chaque jour, comment ça se passe? Est-ce qu'on travaille toute la journée? Est-ce qu'on travaille tard le soir? Alors, justement, une des choses que j'aime bien dans ce métier aussi, le fait d'être indépendante, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Donc ça, c'est super. Le fait d'être aussi traductrice et interprète fait que on peut avoir, par exemple, ma journée d'aujourd'hui. Donc, ce matin, j'ai travaillé en traduction toute la matinée. Notamment, j'ai beaucoup fait de recherches parce que j'avais un document à traduire qui venait de Colombie-Britannique et j'avais un terme qui me posait vraiment problème. Donc, j'ai fait à peu près 2 heures de recherche sur le site de la Cour suprême de Colombie-Britannique, etc., pour essayer de trouver vraiment ce que recouvrait ce terme, qui n'était pas du tout transposable en français. Ça, c'est aussi, vous le savez, j'imagine, notamment avec l'anglais, le fait que les droits anglo-saxons et français ne se superposent pas. Et donc, ça réclame souvent beaucoup de recherche et beaucoup de périphrases pour expliquer. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et comme j'avais vraiment peur de faire une bêtise, j'ai contacté mes clients en leur demandant de poser la question à leur avocate sur ce que voulait dire ce terme. Donc, j'attends leur réponse. Parce que, moi, je suis quelqu'un de un petit peu pointilleux. Et donc, tant que je ne suis pas sûre de moi, je préfère continuer à chercher.
Et puis donc cet après-midi, j'étais à la cour d'appel. Souvent à la cour d'appel, ça va relativement vite parce que, comme son nom l'indique, ce sont des appels. Donc il y a souvent des demandes de mise en liberté, ça va relativement vite. Et puis là, en fait, non, c'était un vrai procès, donc ça m'a pris beaucoup plus longtemps que prévu. C'est pour ça que je n'étais pas là à l'heure dite. Voilà. Et donc, voilà, donc ça peut être des journées où on est derrière son ordinateur toute la journée, parfois tard le soir, effectivement, quand on a une urgence. Voilà. Ça m'arrive très souvent de travailler tard le soir. Après, le bon côté de la chose, c'est que justement, le fait d'être indépendante, vous pouvez travailler très tard le soir et puis du coup, vous vous levez un peu plus tard le lendemain matin si vous n'avez pas d'urgence. Voilà. Donc, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir organiser mon travail comme je veux. Et puis, quand je suis trop chargée, ce que j'aime pas faire d'ailleurs, en refuser. Parce que voilà, bon, j'ai tendance à refuser le moins possible parce que j'aime bien ce que je fais, vraiment beaucoup. Et puis aussi que les gens qui nous sollicitent ont besoin qu'on les aide. Et souvent, malheureusement, ils nous sollicitent en dernière minute. Donc, il y a un moment donné où on ne peut plus accepter les urgences. Et donc, on sait qu'en refusant, on laisse les gens un peu dans la panade. Mais bon, il y a d'autres personnes qui sont là pour le faire. Enfin, j'espère pour eux. Une autre des choses que j'aime bien dans le fait d'être experte, entre guillemets, c'est qu'on travaille, on certifie les traductions d'après l'original. Ce qui veut dire qu'en général, les gens qui nous contactent habitent dans la même ville que nous et donc nous apportent. Alors en ce moment, c'est beaucoup plus compliqué avec le Covid. Là, ça se passe par boîte aux lettres interposée et ensuite par remise sur le palier. Mais en temps ordinaire, avant le Covid, les gens m'apportaient leurs documents en main propre et ensuite revenaient les chercher, ou bien alors je travaillais à partir des scans et ensuite ils m'apportaient leurs documents en main propre et je vérifiais en leur présence et je certifiais, je modifiais ce qui avait éventuellement modifié. Donc ça veut dire que les gens passaient un petit moment chez moi. Et j'aimais beaucoup ça parce que souvent, c'était des anglophones du monde entier, parce que justement, l'avantage de l'anglais, c'est que c'est parlé partout dans le monde. Donc, j'avais des gens qui venaient d'Inde, du Pakistan, d'Afrique noire, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre, enfin des États-Unis, et aussi d'autres pays, parce que par exemple, les actes scandinaves sont souvent en anglais aussi. Donc voilà, donc je trouvais ça super intéressant parce que souvent je discutais un peu avec les gens. Donc en fait, ça a le côté, parce que bon, être traducteur, ça peut avoir un petit côté moine copiste, hein, où on est sur son ordinateur tout seul dans son bureau. Et l'intérêt, c'est que là, ça permet aussi de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Donc j'aimais bien ça. Bon, il y a aussi bien sûr les missions d'interprétariat qui permettent de rencontrer les gens, mais c'est un peu différent, notamment quand on intervient au tribunal. Bon, on est là pour faire une interface et on n'a pas tellement l'occasion de discuter avec les gens. Et il m'arrive aussi, alors l'avantage d'être expert, c'est qu'on peut aussi, par exemple, intervenir auprès d'avocats, auprès de notaires, dans des mariages aussi, pour traduire la cérémonie de mariage à la mairie, bien sûr. Mais là encore, on a peu d'échanges finalement avec les clients parce qu'on est là parce qu'ils sont en train d'acheter un appartement. Donc voilà, on traduit où ils se marient. Donc évidemment, on est une petite pièce qui va disparaître une fois que la prestation est terminée, quoi. Donc finalement, on a plus de discussions intéressantes avec des clients pour qui on fait des traductions, sauf en ce moment où c'est beaucoup plus… Et donc, en ce moment, j'ai beaucoup de documents qui m'arrivent par la poste et que je renvoie par la poste aussi. Donc, c'est plus sec, on va dire. D'accord. Du coup, on voulait savoir aussi, donc, selon vous, quelles sont les qualités dont on aurait besoin pour devenir traductrice et interprète? Alors, comme je le disais, déjà, bien maîtriser sa langue de départ, sa langue natale. Et ça a l'air de rien, mais je veux dire, si vous rendez une traduction avec des fautes d'orthographe, c'est quand même pas terrible. Voilà. Donc, je pense qu'il faut
évidemment bien connaître la langue dans laquelle on va travailler, mais au-delà de la langue, connaître aussi un petit peu, enfin, pas mal la culture. Je pense que c'est important aussi de connaître la culture des pays, voilà. Je pense, ben, ça paraît bête à dire, mais je pense qu'il faut être très méticuleux en traduction, peut-être encore plus que dans d'autres. Enfin, tout est important. Donc, il y a bien sûr, vous savez, en traduction, il y a toujours, en traduction littéraire plutôt, on parle des sourcistes et des ciblistes. Je pense que vous avez. Alors, en traduction plutôt juridique, là, on n'est pas là pour faire joli. Donc, on est là vraiment pour bien calquer, mais tout en faisant quand même quelque chose qui est compréhensible. Donc, et notamment pour tout ce qui est justement droit qui ne se superpose pas ou procédure qui ne se superpose pas. Enfin, moi, je sais que je passe beaucoup de temps à faire des recherches. Donc, je pense qu'il faut quand même aimer pinailler, comme on dit chez moi, c'est-à-dire, voilà, chercher, fouiller, passer du temps. Alors, moi, je ne pense pas être quelqu'un de spécialement rapide, hein, parce que justement, je passe pas mal de temps à faire des recherches, à être sûre de moi. Mais bon, je trouve ça super intéressant. Ah, j'ai plus d'image. Vous aviez une image? Moi, j'ai plus d'image. Si, nous, on vous voit très bien. D'accord. Bon, moi, je ne vous voyais plus du tout et je ne vous entendais plus non plus. Voilà. Vous nous voyez maintenant? Oui, oui, je vous vois. Ah, ouais. ça va alors. Du coup, en fait, vous avez des réponses tellement complètes que j'ai l'impression que nos questions n'ont même plus grand Je suis une grande intérêt. bavarde. Je suis désolée. Non, mais c'est très bien, vous dites vraiment plein de choses intéressantes, plein de petits conseils à prendre par-ci par-là, c'est vraiment bien. Alors ma prochaine question, c'était du coup les avantages et les inconvénients qui se présentent quand on exerce. Comme vous avez déjà un peu répondu, peut-être que vous pouvez nous dire vraiment l'avantage, ce que vous préférez, et vraiment l'inconvénient, ce que vous aimez le moins faire finalement. L'avantage, c'est de faire un métier qu'on aime. Déjà, je trouve ça, c'est un énorme avantage. Même quand j'ai des semaines très, très, très chargées, que je travaille très tard le soir, je suis toujours contente de ce que je fais. Enfin, je veux dire, c'est intéressant, quoi. Et donc ça, c'est un gros privilège. Voilà. L'inconvénient, mais ça, c'est quelque chose qui est propre à moi, c'est que j'ai du mal à refuser du travail, justement. Parce que j'aime ce que je fais, parce que quand j'ai d'anciens clients qui reviennent, je ne refuse pas. Donc, même si c'est une semaine très compliquée, j'essaie toujours de les caser entre deux. Ce qui fait que, honnêtement, je prends très peu de jours de vacances par an. Et il m'arrive aussi de faire des semaines où je travaille aussi le week-end. Mais bon, ça, c'est propre à moi. J'ai des collègues qui s'organisent mieux dans le sens où elles posent des vacances et elles ne répondent plus. Moi, je dois dire que même quand je mets un message d'absence, parce que je pars en vacances, je continue quand même à regarder mes mails et à répondre aux gens. Donc, bon. Voilà, mais ça, c'est l'inconvénient d'être son propre patron. Hein. Je pense qu'être son propre patron, c'est le pire patron qui existe. Mais... Parfait. Et du coup, donc on aurait une ou deux dernières questions, là, un petit peu plus générales. Et on aurait aimé savoir quels conseils vous donneriez à des étudiants comme nous qui souhaiteraient s'orienter vers votre profession. Peut-être en termes d'expérience, est-ce qu'il y a des stages? Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de prendre un stage chez quelqu'un comme vous, ou de voyager, ou qu'est-ce qui vous a le plus aidé peut-être? Est-ce que c'est d'être en immersion en Angleterre qui… ça, je pense que quand on veut apprendre une langue sérieusement, je pense que c'est absolument capital d'aller passer… Bon, moi, j'ai passé une année, mais j'ai passé aussi des semaines et des mois, et j'y vais encore de temps en temps en Angleterre quand je peux.
je pense que c'est capital parce qu'en plus, depuis le temps que j'étudie l'anglais, c'est une langue qui évolue très vite et c'est super important de garder le contact avec le pays. Alors, il n'y a pas que l'Angleterre, hein, il y a les États-Unis aussi, mais moi, c'est vrai que j'ai un gros faible pour l'anglais britannique et l'Angleterre et la littérature anglaise. Donc, voilà. Bien sûr aussi, c'est continuer à lire tout le temps en anglais. Il faut tout le temps, voilà. Je veux dire, c'est pas seulement un métier qu'on fait X heures par semaine, mais c'est aussi tout le contexte. Écouter la radio en anglais, regarder la télévision en anglais quand on peut, bien sûr, les VO tout le temps, mais ça, j'imagine que vous le faites tous. Donc, c'est important de continuer à se former tout le temps. Après, bien sûr, quand on peut suivre des formations spécialisées en traduction, c'est bien sûr, il faut en profiter aussi. Ouais. Donc finalement, pour nous, peut-être futurs juristes et traducteurs, ce sera parfait, ce sera plus facile pour nous encore Ah oui, bien de faire sûr. des Ah bah oui, traductions oui, bien sûr. juridiques. Ah bah ça, c'est certain, ouais, c'est certain. Bon, après, par contre, si par exemple vous vous spécialisez sur l'anglais, en mon cas, il faudra aussi apprendre à connaître un peu le système anglo-saxon, la common law, parce que c'est pas toujours facile à transposer. Hein. Bien sûr. On est dans une formation qui se veut internationale, donc on fait du droit comparé en permanence. On a des Bon, cours bah là, vous allez être. Ouais. C'est bien que j'ai plus des centaines d'années à faire parce que vous allez nous supplanter. Vous serez bien meilleur, bien plus compétent, donc ça va. Oui, mais bon, nous, on a commencé avec Internet, on a commencé avec beaucoup moins Ah, mais ça, franchement, je me demande comment faisaient les traducteurs avant Internet. Hein. Franchement, comment bon, vous moi, je l'ai faisiez? fait. Bah, j'avais des gros dictionnaires. J'avais des dictionnaires en 4 volumes, vraiment très gros. Des multilingues, enfin des unilingues aussi. C'est vrai que c'était. Non, non, mais là, Internet, c'est fabuleux pour la traduction parce que on peut faire des recherches. Bah, par exemple, moi, ce matin, pour reprendre mon exemple de la Colombie-Britannique, bah, c'est génial parce que vous allez sur le site de la Cour suprême, vous avez tous les formulaires, vous pouvez taper un terme et vous avez plein de références qui arrivent, vous avez accès à des glossaires en ligne. Enfin, franchement, Internet, c'est génial. Alors, ça peut aussi faire perdre un peu de temps parce que justement, il y a tellement de références. Mais moi, j'aime bien, très souvent, quand je révise une traduction, je mets des petits bouts de ma traduction sur Google pour voir si ça match avec d'autres des articles, etc. Donc, c'est fabuleux, Internet. Ouais. Alors, la dernière question, elle est un peu… Encore une fois, ça va rejoindre tout ce qu'on a dit, mais on a une étudiante qui nous a demandé est-ce que vous auriez un ou plusieurs conseils spécifiques pour quelqu'un qui aimerait entamer un parcours dans les langues un peu plus poussé? Est-ce qu'il y a des conseils, parce que vous avez été longtemps étudiante en langue, alors en français, du coup, j'imagine, en anglais. Quels conseils, parce que vous avez été étudiante aussi, donc… Déjà, bon, vous êtes quand même dans une formation spécialisée. Oui. Donc, ça, c'est déjà un gros atout. Enfin, être dans une université qui prépare précisément à la traduction, bon, c'est un super atout. Donc, on va vous donner tous les outils. Moi, j'ai une de mes filles qui est aussi en LEA et du coup, je vois ce qu'elle fait et je trouve que c'est super bien fait. Enfin, on vous donne pas mal d'outils que moi, j'ai découvert sur le tas. Donc, je pense que vous avez une formation de base qui est très bonne. Donc, après, la mettre à profit, quoi. Bosser autant que possible. Bon, c'était tout. C'était vraiment très complet. Notre interview touche à sa fin. Nous espérons avoir pu aider un petit peu nos camarades et que votre expérience et vos conseils résonneront chez certains. Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre temps, parce que du coup, après nous avoir raconté vos journées, le temps nous paraît encore plus précieux. Donc, merci beaucoup. Écoutez, je vous en prie. Merci à vous. Et encore une fois, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus
linéaire que moi. Je pense enfin, vous pouvez, je ne sais pas si mes collègues vous ont répondu, mais c'est très intéressant parce que quand on regarde, enfin, les collègues que je connais qui sont sur la liste, on a toutes des parcours très différents et c'est intéressant de voir d'où on vient, quoi. Mais notamment, il y en a qui ont fait les écoles de traduction classiques, etc. Donc, j'espère qu'elles vous répondront aussi. Comme ça, vous pourrez confronter les divers parcours. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne chance pour vos études et votre futur. Au revoir.